Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadard, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Nicolas Morby d'Atypique à Bordeaux. Nicolas, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour David et merci pour l'invitation. Je m'appelle Nicolas, je suis le fondateur de Atypique. Atypique, c'est une nouvelle manière d'aborder le recrutement. C'est du street sourcing, autrement dit du recrutement dans la rue. Je me suis inspiré de mes 15 ans d'expérience dans la collecte de fonds pour les ONG. Tu sais, les personnes que tu croises tous les jours dans la rue qui disent « Bonjour, vous avez un instant pour Médecins du Monde ?» Les fameuses. Les fameuses. Et en plus, à la fin, qui te demandent un RIB pour pouvoir soutenir l'organisation tous les mois. Écoute, moi je suis issu de ce monde-là et je me suis dit que plutôt que de demander de l'argent, ce serait plutôt pas mal de proposer du travail. Donc c'est ça qui m'a poussé à créer Atypique et donc du coup de proposer aux différentes personnes que je rencontre dans la rue de pouvoir les mettre en relation avec des entreprises qui recherchent et surtout de faire en sorte que nos espaces publics, nos rues, nos centres commerciaux ou même nos bas d'immeubles soient un lieu de mise en relation entre les candidats et les recruteurs. Et je crois que la vocation d'Atypique, c'est de mettre en relation donc, des personnalités avec des secteurs en tension, c'est ça ? Exactement, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de secteurs en tension. Toutes les entreprises peinent à recruter. Elles ont tout essayé. Elles vont au Pôle emploi, dans les missions locales, sur les job boards, mais elles ne trouvent pas. C'est-à-dire que donc elles sont vraiment démunies. Et donc le street sourcing, ça s'apparente en fait à un complément de tout ce qui existe à l'heure d'aujourd'hui et à savoir de capter ces profils invisibles qui n'ont pas forcément les codes pour faire des CV ni des lettres de motivation. Et donc l'objectif, c'est vraiment de présenter ces entreprises en difficulté, donc en tension, avec ces talents bruts dans la rue qui n'auraient jamais cru pouvoir se présenter en tout cas auprès de ces entreprises. Alors la démarche est géniale parce que vous allez donc à la rencontre de pépites dans la rue. Forcément, une question me vient et forcément, les exemples doivent être nombreux, j'imagine. Peux-tu nous parler d'une mission, d'une réalisation dont tu es particulièrement fier depuis la création d'Atypique, je crois, en 2020, c'est ça ? En 2020, le premier confinement, c'est là où j'ai déposé mes statuts. Ok. Donc, une anecdote, une personnalité ou une mission qui te vient en tête et dont tu es particulièrement fier ? Je pense que c'était une personne à Lyon, elle était avec sa fille de 5 ans, c'était dans la période de Noël dernier, et si tu veux, en fait, on travaillait pour un client, GT Logistique, et quand je l'ai rencontré, quand je lui ai proposé d'être opérateur de production, en tout cas pour GT Logistique, elle était émue, et si tu veux, ce qui m'a marqué, c'était sa fille, qui lui disait mais maman, là j'ai entendu quelqu'un qui te proposait du travail, c'est vrai, tu vas pouvoir travailler. Il faut savoir que cette personne ne travaillait pas depuis plus de 2 ans, était vraiment dans une grosse détresse financière et j'étais moi-même en voyant la petite fille, parce que je me suis forcément projeté en tant que papa avec ma petite fille Lou qui a 5 ans et demi. Je me suis dit waouh, en fait c'est hyper puissant en fait. Une simple phrase, bonjour, est-ce que vous cherchez du travail, peut changer complètement la vie de quelqu'un, quoi, sur une fraction de seconde, et on ne se rend pas compte. Et je l'ai su du coup après. Donc ça, c'est une plus grosse fierté. Donc à travers le regard de cet enfant qui réalisait que sa maman avait décroché un nouveau travail, donc 2 ans sans travailler. Et une autre question me vient. Alors vous intéressez
essentiellement au savoir-être des candidats, c'est ça ? Comment ça se passe le processus de recrutement chez Atypique ? Alors ça commence toujours par bonjour, est-ce que vous cherchez du travail? Ça peut paraître très disruptif, donc c'est assez drôle. Les gens sont toujours très surpris quand ils entendent cette phrase, mais pour autant ils s'arrêtent. Et ensuite on va leur poser un certain nombre de questions pour voir est-ce qu'ils correspondent ou pas au job. Et on va bien évidemment se baser sur les savoir-être des jobs en question. Est-ce qu'ils ont le travail d'équipe? Est-ce qu'ils ont une prise de recul? Est-ce que ils ont cette conscience pour avoir le travail avec beaucoup de minutie, notamment dans certaines usines où il faut vraiment avoir cette rigueur. Donc oui, on va leur poser un certain nombre de questions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à première vue, les personnes vont toujours te dire « je n'ai pas ces savoir-être » et quand tu creuses, tu t'aperçois qu'ils l'ont. Je vais donner un exemple très concret pour le travail d'équipe. Il y avait quelqu'un qui dit « ah voilà, je ne sais pas si j'ai tout ça ». Et quand tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'il fait du foot, tu t'aperçois que finalement tous les sports qu'il a pu effectuer, c'était des travails en équipe. Et donc du coup, il avait clairement ce skills-là, quoi. Vous interrogez essentiellement les savoir-être. Est-ce qu'il y a parmi ces candidats, est-ce qu'il y a une volonté de valoriser l'art de la parole ? Je ne sais pas, ça peut être à travers le théâtre, ça peut être à travers ce qu'on peut appeler de manière plus quotidienne le bagou, la tchatch. Est-ce que ça, c'est valorisé ? Complètement. Il faut savoir qu'en fait, dans le domaine de l'emploi, c'est toujours une rencontre entre un candidat et un employeur. Donc du coup, il y a forcément cet art de la parole. La plupart des personnes que l'on rencontre dans la rue ne savent pas valoriser qui ils sont. Et donc du coup, ils ne peuvent pas raconter leur histoire. Nous, on va les accompagner là-dessus. Avant de les présenter aux entreprises, il y a une deuxième étape. Donc on va les avoir au téléphone avec un chargé de recrutement qui, ces chargés de recrutement vont les aider à valoriser leur histoire. On ne va pas l'inventer, on ne va pas le faire à place d'eux, mais on va leur dire, voilà, tu as quelque chose à raconter, tu as un skills à mettre en avant, nous on va te donner le petit coup de main qui va te permettre de faire en sorte que auprès de l'employeur, ça va être vraiment hyper important. D'accord. Et comment vous travaillez ça justement ? Comment vous aidez le candidat ou la candidate à travailler une présentation béton pour le jour J ? On va toujours se baser sur la fiche de poste du coup de l'entreprise. Ouais. Et en fonction de la fiche de poste, et après avoir étudié la candidature de la personne, son histoire qu'il a à raconter, là le chargé de recrutement va vraiment dire tiens, la qualité qui correspond au job, pour le valoriser, tu pourrais le faire de cette manière-là. Mmh. Et donc, on voit tout de suite la confiance que peut avoir la personne après ensuite. Mmh. Elle se sent beaucoup moins stressée, beaucoup plus valorisée. Elle se dit que finalement, elle a peut-être une carte à jouer dans cette entreprise. C'est hyper puissant, la parole. En fait, c'est ce qui est le plus important, finalement. Oui, il y a ce travail, j'imagine, de mise en corrélation entre les valeurs de l'entreprise, les missions, et puis ce qui va faire écho dans le parcours du candidat ou de la candidate. Complètement. C'est ça, c'est de travailler sur cette symétrie. Complètement. Ok. Et forcément, alors tu as travaillé pendant 15 ans pour des ONG, tu as commencé à gagner ta croûte en allant aborder des gens dans la rue. Quel a été, Nicolas, ton rapport à la parole, enfant, jeune adulte? Comment t'en es venu à te dire « je vais aller aborder des gens dans la rue, ça va être mon métier » ? Alors c'est hyper intéressant comme question. Il faut savoir qu'avant même d'avoir été recruteur de donateurs, j'étais bénévole pour plusieurs assos. Okay. Médecins du Monde, Aide et d'autres. Et si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des études d'ingénieur du son. Et moi, issu d'un milieu ouvrier, il fallait que je paye mes études. C'est là où je découvre un job où on me proposait d'être rémunéré pour représenter des ONG. J'ai fait chic. Ça combine mes valeurs et aussi le côté rémunéré. Et je trouvais ça extraordinaire. Mais pour autant, tu peux être bénévole d'une asso, mais ne pas être à l'aise par rapport à la parole. Donc je ne savais pas du tout comment faire. Et c'était un excellent exercice d'ailleurs, comme travail. Et c'est certainement l'exercice de parole le plus dur, parce qu'au-delà de prendre la parole en public, d'aller aborder des inconnus dans la rue avec ce que ça comporte peut-être d'anxiété sociale pour certaines, de crainte du rejet pour la plupart d'entre nous, comment tu as appris à gérer ça ?
Waouh, c'était hyper compliqué. Je crois que c'est vraiment le travail le plus compliqué que j'ai pu exercer. Imagine effectivement, comme tu l'as dit, tu rencontres des inconnus, des personnes complètement imprévisibles, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Il y a aussi le côté social, dans le sens où moi j'étais issu d'un milieu ouvrier, avec tous les clichés qui vont avec. J'avais des a priori sur certaines personnes, et finalement je me suis aperçu que grâce à la rue, j'avais plus du tout d'a priori. C'est-à-dire que j'avais des fausses croyances. Et pour répondre à ta question, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est plus qu'on parle à quelqu'un, et puis on s'aperçoit que les personnes que nous rencontrons nous veulent du bien, en fait, et pas l'inverse. Donc on fait vraiment un effet miroir, en fait, dans la rue, quoi. Et justement, comment tu parvenais à créer cet effet miroir, à créer du lien avec l'inconnu? C'est super dur. Alors, il faut savoir que j'ai une spécificité, c'est que j'adore l'humour. C'est-à-dire que j'avais des phrases d'accroche sorties de l'espace. Quoi, par exemple? Tu peux, là, tu m'abordes, je suis totalement inconnu, on est rue Sainte-Catherine. Bonjour monsieur, alors ça fait 10 heures que je vous attends monsieur. Là vous êtes un peu à la bourre. Ok. Ou bien quand je travaillais pour Handicap International, je disais bon, handicap ou pas cap. Donc Okay. du coup j'avais vraiment des phrases d'accroche comme ça où allez, je vais clôturer par quand je travaillais pour Aide, je disais ah vous avez besoin d'aide monsieur. Beaucoup sur le jeu de mots. Sur le jeu de mots, sur l'humour, parce que l'humour, en fait, ça permettait de briser la glace dès le début. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que on mettait en fait la personne sur un pied d'égalité grâce à cet humour. Tu parlais d'humour. Ce qui est intéressant, c'est que ça autorise en fait l'autre à se libérer aussi et à être lui-même. C'est complètement ça, en fait, quand il y a de la parole, quand il y a de la prise de parole en public, notamment, c'est à deux. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que c'est nous, en tant que personne qui va prendre la parole devant un public ou devant une personne, que nous menons l'échange, mais pas du tout. En fait, l'échange se fait à deux, que ce soit quand c'est du public, il faut prendre l'énergie du public pour pouvoir échanger avec elle, par des regards, des mimiques et la puissance que ça va générer comme énergie, au même titre qu'une personne. Et c'est ce que je dirais plutôt, c'est un peu de l'écoute active au final, parce que cette écoute active, c'est en s'intéressant à l'autre, c'est là où ça te donne de l'énergie pour pouvoir après ensuite enchaîner, quoi. Oui, il y a une forme là aussi de symétrie, c'est-à-dire que j'imagine que tu te cales aussi sur l'énergie de l'autre. Si la personne a un débit très rapide, j'imagine que tu vas pas forcément prendre la parole sur l'inconnu qui parle très très vite, qui a peut-être des objections, qui est contre les ONG ou contre les dons mensuels. Donc tu vas d'abord l'écouter et te caler, sentir la brèche pour pouvoir, au moment opportun, placer peut-être une contre-argumentation ou un service. C'est hyper intéressant comme question. C'est vrai que les personnes avaient beaucoup d'objections, à savoir, est-ce que c'est de l'arnaque? Là, vous me demandez mon RIB. Là, en gros, si je récapitule, je dois donner 20 € tous les mois pendant plusieurs années. Et autant au début, j'étais très scolaire dans ma démarche en répondant vraiment aux objections, mais je m'apercevais que ça ne marchait pas. Donc du coup, j'ai été à contre-pied en disant, oui, c'est de l'arnaque, monsieur, bien évidemment. Je me balade toute la journée avec Médecins du Monde sur la tête. Et donc oui, c'est sûr. Il y a pas mal d'hommes et de femmes politiques d'ailleurs qui ont cette technique-là, la technique de la concession. J'ai en tête François Mitterrand, il utilisait beaucoup ça. C'est-à-dire que quand on l'interpellait sur un sujet un petit peu épineux, il faisait un peu de l'aïkido, c'est-à-dire que plutôt que de s'opposer à la force qu'on lui mettait, il disait oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, ça coupait l'herbe sous le pied de son interlocuteur et du journaliste. Pour en revenir à cette notion d'humour, moi j'ai beaucoup de clients, de personnes, d'élèves qui me parlent d'humour. Ah, ça peut être bien de faire de l'humour au début d'une prise de parole, d'un pitch. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est comment ça peut permettre effectivement de mettre sur un pied d'égalité. Et je conseille d'ailleurs souvent la technique de l'autodérision. Technique de l'autodérision, c'est ce qu'utilisait, alors pardonnez-moi cher auditeur, on va encore parler d'un exemple politique, promis j'en donnerai d'autres, peut-être, ou toi Nicolas tout à l'heure, mais Barack Obama utilisait aussi beaucoup ça, c'est-à-dire pour se mettre sur un même pied d'égalité, quoi. Est-ce que tu utilisais l'autodérision aussi, j'imagine, pour peut-être faire baisser la garde des inconnus ? L'autodérision, c'est un outil hyper puissant et même au-delà de ça, ça permet d'avoir une certaine humilité dans sa démarche. Et c'est ce qui fait que la personne va baisser sa garde. Ouais. Quand, par exemple, une personne me demandait si je connaissais l'assaut, je disais non, je ne la connais pas, bien évidemment. Et donc, c'était assez drôle.
En fait, finalement, l'autodérision, ça nous permet de vraiment de donner un côté un peu plus humain en fait, dans la démarche, je trouve. Et donc, quand la personne le perçoit, si elle nous veut du bien, bien évidemment, et ça, il faut vraiment le préciser, ça permet effectivement de remettre les personnes dans un meilleur mood, un meilleur contexte, un meilleur échange. Ok. Et plus jeune, Nicolas, tu t'étais comment à l'école pour prendre la parole? Quand il fallait lever la main, le cœur battait fort. Quand il fallait faire des exposés, comment t'es devenu... comment t'es passé peut-être du jeune Nicolas, donc fils d'ouvrier, si j'ai bien compris, peut-être comme beaucoup d'enfants timides, à cet entrepreneur éloquent, et on va très vite l'aborder, qui est passé récemment sur M6, sur France 3, pour prendre la parole. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Alors là, tu vas beaucoup rire, c'est-à-dire que quand j'étais petit et très très fort, on va dire. Okay. Donc je n'avais pas un physique facile là. Okay. Donc du coup, il fallait bien trouver une manière de pouvoir aborder les gens avec un autre angle. Mm-hmm. C'est pour ça que on va dire contrebalancer avec le fait que je n'avais pas un physique facile, donc j'allais vraiment beaucoup sur l'humour. L'autre handicap que j'avais, c'est que là où j'étais... d'un point de vue scolaire, j'étais rive gauche parisienne, triangle doré, hyper bourgeois. Donc c'était un des seuls fils d'ouvriers. Donc c'était pas évident de pouvoir prendre sa place, et je dis bien prendre sa place et d'exister. Donc finalement, j'utilisais ces moyens de communication, l'humour, pour pouvoir le faire. Pour donner un exemple concret, la question que j'appréhendais tout le temps en début d'année, c'est qu'est-ce que font vos parents? Et donc on entendait, mon père il est avocat, mon père il est PDG de telle entreprise. Et moi, quand je disais que mon père était plombier, tout de suite il y avait des moqueries des personnes. Donc pour éviter cela, à un moment donné, c'est que je donnais toutes les choses qu'on pouvait dire en fait par rapport à mon père. D'ailleurs, mon père pourrait très bien en fait vous accompagner pour déboucher les toilettes ou bien tiens, des jeux de mots avec mon nom de famille, donc je les donnais tous au début. Et ça avait tendance à déstabiliser tout le monde. Ben oui, ça leur coupait l'herbe sous le pied. Complètement, parce qu'ils ne savaient plus quel angle donner pour se moquer, et ça fait l'effet inverse. Du coup, ils m'ont respecté. Et donc c'est comme ça que j'ai vécu un peu mon enfance. Tu me fais penser, ce que tu viens de dire, tu me fais penser à pas mal d'humoristes qui se sont forgés justement, souvent les humoristes très, très connus. Je pense à Baptiste Le Caplin, je pense à Malik Bentala, je pense à Alban Ivanov. La liste est longue, mais beaucoup témoignent de ça dans leur parcours. C'est qu'évidemment, à l'école, c'était pas les premiers de la classe ou les plus populaires, mais ils étaient plutôt dans le fond de la classe, soit timides, très handicapés au départ à l'idée de prendre leur place. Et donc c'est comme ça qu'ils ont forgé, c'est par l'humour qu'ils ont forgé leur place dans la société. Ça me fait un peu penser à ça. T'as donc une éloquence qui vient de là d'abord, quoi. C'est après, je ne sais pas si j'ai une bonne ou mauvaise éloquence, tu sais, mais effectivement, je me reconnais dans le fond de la classe, timide, qui ne monte pas forcément le doigt pour prendre la parole. Donc c'est ça qui est assez drôle, effectivement. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui un exercice de prise de parole? Parce que tu es amené à pitcher régulièrement à Bordeaux, je t'ai un peu suivi sur LinkedIn, je vois régulièrement des vidéos, des articles de journaux, tu prends très souvent la parole, Nicolas. Est-ce qu'il y a encore des exercices de prise de parole que tu redoutes aujourd'hui? En fait, je vais te déstabiliser, mais je redoute toutes les prises de parole. Même avant de faire ce podcast, j'appréhendais énormément. Mais ça, c'est du bon stress. En fait, ça nous permet en fait justement d'être ancré sur ce que tu vas pouvoir dire ou ce que tu vas pouvoir faire. Ouais. T'appréhendais quoi, par exemple, ce matin? Je sais pas, j'appréhendais de ne pas savoir quoi dire. Tu sais, t'as la peur de la page blanche. Ouais. Quand quelqu'un te pose la question, tu as peur de te sentir ridicule, de ne pouvoir rien dire par rapport à telle ou telle chose. Parce que ça te renvoie à un truc pas chouette, en fait. Et donc, du coup, comme ça te renvoie à un truc pas chouette parce que tu ne dis rien, donc du coup, tu as peut-être ce regard, encore toujours cette peur du regard de l'autre. C'est vraiment très humain. Donc c'est un stress, c'est une crainte qui peut t'accompagner dans des exercices très,
très divers. Pourtant, tu as fait de la télévision. C'est le moment d'aborder ce chapitre que tu évoques assez régulièrement depuis quelques mois, puisqu'il y a quelques mois, tu as participé à cette émission sur M6, Qui veut être mon associé ? Pour ceux et celles qui n'ont pas la télé ou qui ne connaîtraient pas, l'idée, c'est de venir pitcher ton entreprise en quelques minutes devant des cadors de l'entrepreneuriat et de les convaincre d'investir contre quelques pourcents d'actionnariat ou de part de ta boîte sur Atypique. Et donc, comment tu t'es préparé à cet exercice de la télévision pour M6 et tu as été aussi chroniqueur pour France 3, je crois. Comment tu t'es préparé à tout ça ? Alors, pour parler d'abord de mes chroniques sur France 3, c'est vrai que j'ai eu la chance d'animer une chronique toutes les semaines, donc j'avais des questions d'auditeurs assez surréalistes, des fois. Et donc du coup, la préparation n'est pas la même, parce que là, c'est complètement de l'inattendu, de l'imprévu, on nous pose des questions auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait un téléspectateur qui pouvait téléphoner à tout moment. C'est ça. Et qui pouvait te poser une question à un des chroniqueurs concernant sa candidature, ce qu'il doit améliorer, comment il peut faire pour trouver le job de ses rêves. C'est complètement ça. Okay. Et il y avait tout type d'auditeurs, okay. Pour le coup, donc c'était vraiment extraordinaire. Après, pour Qui veut être mon associé, la préparation, il y en avait énormément, effectivement. Il y avait une préparation mentale, une préparation au niveau du texte, au niveau de tout ça. T'as appris par cœur ton pitch ? Je l'avais appris par cœur, et tu vas rigoler, mais je n'ai pas du tout fait le pitch que je devais faire. Alors, ça me surprend pas, je te laisse continuer, mais ça me surprend pas. En fait, si tu veux, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'es dans tes pensées, tu penses à l'objectif, mais tu ne t'attends pas à dire l'objectif dès le début. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais mon pitch un peu comme le pitch que je voulais effectuer pour la French Tech, et que j'ai fait d'ailleurs. Donc normalement, ça devait être le même que la French Tech que je vais faire dans Qui veut être mon associé. Et moi, je sais pas, juste avant de venir, j'entendais les bips de la porte qui allait ouvrir avant d'entrer sur le plateau. Et je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Je me disais, bah tiens, j'ai besoin d'avoir tant d'euros pour tant de pourcentage de ma boîte. Et je crois que c'est la première phrase que j'ai pu dire. En fait. Tout s'est mélangé à la dernière minute, et t'as jeté ça comme ça devenait, quoi. Et tout s'est mélangé à la dernière minute. Et d'ailleurs, je crois que ils ont eu un fou rire sur ça, en disant, ah toi, t'es comme ça, quoi. T'arrives, tu demandes un pourcentage de ta boîte, tu demandes tant d'euros, direct, même pas bonjour. Pas de préliminaire. On sait même pas comment je t'appelle, mais okay. Pourquoi pas de préliminaire, vas-y, on y va. Ouais. Et donc, ouais, c'est une expérience unique, et ça rejoint un peu une de tes questions d'avant, c'est que quand c'est comme ça, si t'es bien préparé, je me suis dit, waouh, vas-y, je suis complètement hors sujet sur ce que j'avais préparé, et après je suis revenu dans ma trame initiale, et ça c'est du travail, hein. Je suis revenu dans ma trame et je suis revenu dedans pour pouvoir faire passer mon message. Peut-être que tu t'es fait accompagner par un organisme, par des... Bien sûr. C'est peut-être le moment de les saluer, si tu le souhaites. Avec qui tu t'es formé ? Comment tu t'es formé ? Je me suis formé avec Julien Desouza, qui a sa structure qui s'appelle... Ouais, Panache, ouais. Panache qui est extraordinaire. On l'embrasse, je vais le rencontrer pour la première fois en septembre à Marseille. Alors là, tu lui passes un grand bonjour, okay. Tu lui passes la bise. On le taguera sur le post LinkedIn et Instagram pour avec énormément de plaisir. C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il te met en condition, et quelqu'un qui t'accompagne dans la prise de parole, c'est indispensable. C'est pas naturel, la prise de parole. Il faut être accompagné parce qu'il y a des structures à respecter. Il y a des structures à respecter pour que la personne qui est en face de toi puisse comprendre ce que tu fais, qui tu es et pourquoi tu es là. Et c'est pour ça que ça s'apprend. Alors, sans dévoiler, comme le Coca-Cola, toute la recette de Panache et de Julien, est-ce qu'il y a un élément de la préparation qui t'a débloqué, par exemple, une tentative d'accroche ou une manière de déjargonner ton pitch et de rendre ça visuel, percutant ? Ouais, je crois qu'il va beaucoup rire s'il écoute cet épisode, mais à un moment donné, il m'a dit « Imaginez en caleçon ».
Imaginez, imaginez-les en sous-vêtements. En sous-vêtements, et je me suis dit, pourquoi il me parle de ça, en fait. Et c'est vrai que... Et Marc Simoncini en caleçon, ça va, il était beau gosse? Ouais, ou pas. Ou pas, je ne l'ai pas fait sur le plateau, mais en fait, ce qui est intéressant avec ces démarches-là, c'est que, en fait, il voulait me faire prendre conscience que chaque personne qui était en face de moi, c'était des êtres humains qui étaient comme toi. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier dans ce genre d'émission. On a tendance à sacraliser des personnes, mais c'est des personnes qui sont très humaines, c'est des personnes qui font les mêmes choses que toi, qui vont en course au même endroit. Ouais, il y a un effet de halo, on se met à les sacraliser parce qu'il y a la lumière, il y a M6, il y a la popularité. Je pense à Anthony Bourbon qui fait même des couvertures de magazines. Là, dernièrement, j'allais en librairie, je le vois sur pas mal de magazines, Challenge ou Forbes. Il y a cet effet de halo-là, ça devait être intimidant, ça. Ah, c'est hyper intimidant quand tu les vois à la télé, quand tu les vois sur les journaux, et c'est là où tu les vois en face. C'est hyper intimidant. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment l'expérience la plus unique que j'aurais vécue dans ma vie. Et est-ce qu'il y a des moments de off qui ont été coupés au montage? Est-ce qu'il y a une anecdote en off que tu as envie de nous partager? J'ai vu ton extrait sans démagogie aucune. J'ai trouvé que tu avais été plutôt un capitaine solide à la barre. Tu t'es pas laissé démonter malgré... Alors, ils ont été très bienveillants, mais en gros, tu leur avais demandé, comme tous les entrepreneurs, d'investir des billes sur ta boîte. Ça n'a pas pu aboutir parce qu'ils trouvaient que tu avais un très beau projet, je crois, mais en termes d'affinité, ça leur parlait pas à tous. Est-ce que tu veux développer là-dessus sur un moment qu'on n'a pas forcément vu en off, qui a été coupé au montage et qui t'a pour autant marqué? Ah oui, il y a énormément de pépites. Il faut savoir que l'épisode que tu as regardé a duré 5 minutes, mais en vrai, je suis resté 1h30 sur le plateau. Face à eux? Face à eux. Ah ouais? 1h30. Donc des pépites, moi j'en ai énormément de pépites. Ah ouais, ça nous intéresse alors. Alors je vais en donner qu'une, parce que l'imaginer, j'ai pas le droit de tout. Ah oui, bien sûr, en restant dans... Bien sûr. Mais il y en a une notamment où c'est Anthony Bourbon qui s'est levé de sa chaise et a dit « Allez, on va faire un jeu de rôle ». Il s'est levé en face de moi et en fait, il m'a dit « Montre-moi comment ça marche ». Et ça, c'était un moment extraordinaire, un moment plein d'humanité. Et c'est dommage qu'on n'a pas montré ce passage-là parce que c'est un passage avec plein d'émotions, avec plein de sincérité. Mais encore une fois, on ne peut pas tout montrer sur un passage. Pendant les 1h30, c'est passé tellement de choses, énormément de débats. Et puis ça sortait du cadre aussi. Finalement, il n'était plus sur son fauteuil, mais il se levait. Il était plus simplement décideur, il mettait la main à la pâte et il faisait le sketch avec toi. Complètement. J'imagine qu'il interprétait un inconnu dans la rue que tu abordais et à qui tu demandais s'il cherchait un job. C'est complètement ça. C'était vraiment très très drôle. Ok. Il y a vraiment beaucoup de moments extrêmement drôles en fait à ce moment-là. Et est-ce qu'en complément donc de Julien et de la société Panache avec qui tu t'es préparé, qu'on salue, est-ce qu'il y a eu des préparateurs, des coachs fournis entre guillemets par M6? Ouais, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs coachs qui sont fournis par M6. Il y a un coach mental aussi. C'est pas vrai? Ouais. Il y a un coach mental, sauf que tu vas rigoler, c'est qu'au moment où je vais parler avec ce coach mental, psychologique autrement dit, on est venu me voir. Ah là, vous allez passer dans 2 minutes. Ça a été sabré en fait. Ça a été complètement... Ah ouais, donc mince. j'ai même pas eu le temps d'avoir cet accompagnement-là, mais pourquoi pas, c'est ok, hein, je pense que c'était bien, mais peut-être que ça m'aurait aidé à ne pas dire directement ce que je voulais. Donc il y avait un coach mental, est-ce qu'il y avait des coachs en communication ou en image ou... Il y a des coachs en image, des coachs en communication, des coachs de financement, pour le financement, il y avait des coachs un peu il y avait aussi des scénographes, il y avait des réals, il y avait... D'accord, ah ouais, c'est une grosse machine. Ah ouais, c'est une grosse machine. On est presque à la Comédie Française, quoi. Ah complètement, c'est une émission qui regardait à plus de 2 millions de personnes. Ah, quand même. Forcément... et en plus, pour la petite anecdote, je crois qu'on a eu l'épisode le plus regardé, en plus, le premier. Donc, ah ouais? Ouais. Je crois que ça a fait plus 15% d'audimat cette année par rapport à l'année précédente. Complètement. Tu me confirmes? Oui. En préparant l'interview, je crois que c'est ce que j'ai vu. Non seulement je confirme, mais ce qui est très positif, c'est qu'il y a eu des projets qui n'étaient pas
présents jusqu'alors. Des projets un peu plus à impact. L'impact a été vraiment mis à l'honneur en fait sur cette saison et il me semble que ça va être de plus en plus le cas. Et c'est très bien parce que l'impact a sa place à l'heure d'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, quoi. Mmh. Maintenant, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, pour des jeunes ou moins jeunes, qui redoutent peut-être de briser la glace avec des inconnus. Je pense, tu sais, à ces soirées entre entrepreneurs, soirées de groupes d'entreprises où tu dois aller réseauter, où tu dois aller à la rencontre de l'inconnu. Quels outils, tips, astuces tu pourrais leur donner, inspirés de ton parcours dans la rue pour les ONG ? Qu'est-ce qui pourrait être transposable ? J'ai 30 secondes, Nicolas, pour aller pitcher ce que je fais. Moi, formateur en prise de parole, quels conseils tu me donnerais pour aller aborder l'inconnu ? Je dirais que la personne n'a rien à perdre. Il faut se dire qu'on ne vit qu'une fois. À partir du moment où on a déjà pris le chemin de l'entrepreneuriat, déjà ça, c'est beaucoup plus difficile que d'aller voir un inconnu pour lui parler de son entreprise. Il faut savoir qu'il faut que ça nous fasse du bien, en fait. C'est chouette de parler de sa boîte et il faut que vraiment la terre entière la connaisse. Donc, qu'est-ce qui vous arrête ? Qu'est-ce qui vous en empêche d'aller les voir ? Vous allez mourir ? La réponse est non. Au pire, il y a un non. Et c'est pas grave et c'est OK parce que des noms, il y en a plein. Il y en aura plein. En fait. J'ai le sentiment qu'à travers ton parcours d'ambassadeur d'ONG dans la rue, tu as appris à te détacher aussi un petit peu du rejet. Du rejet, c'est ça, et c'est un petit peu ce que tu recommandes là, en fait. C'est de se détacher en quelque sorte du rejet, de se dire que notre structure mérite d'être connue et reconnue. Et maintenant, sur l'aspect communication, j'ai que 30 secondes. Alors, je pense que le mythe du pitch ascenseur, on va un peu le mettre de côté. On a rarement l'occasion de pitcher une boîte dans un ascenseur, d'accord ? Paraît-il que ça vient des studios hollywoodiens dans les années 20 ou 30, où voilà, il fallait convaincre les producteurs, les scénaristes devaient convaincre très rapidement les producteurs de mettre des billes pour un film. On va mettre un peu ça de côté, on va se dire qu'on a peut-être un peu plus de temps, on est autour de petits fours, de verres de champagne. Comment toi tu pitcherais Atypique autour d'un petit four ? Tu sais que tu as peu de temps finalement et que tu as un grand dirigeant en face de toi qui a tout plein de notifs dans sa poche, qui a peu de temps à te consacrer. Comment tu fais pour recruter ses oreilles pendant une minute ? Le plus compliqué dans un pitch, c'est que la personne se mette à la place du bénéficiaire pour lequel tu vas agir. Et donc du coup, j'aime bien en fait donner un contexte et demander aux dirigeants de s'imaginer ne plus avoir de boulot, de ne pas avoir d'internet et vraiment qu'ils se mettent vraiment à la place de la personne sur laquelle... en tout cas ma cible, en tout cas au niveau de mon projet. À partir du moment où il se met à la place d'eux, là on voit qu'il a conscience de ce que je peux faire. Et donc à partir du moment où je capte son attention, à partir de là il se dit « Ah ouais, sa problématique répond vraiment à une solution. » Et en fait il faut vraiment, et ça c'est hyper important, c'est le meilleur conseil que je donnerais pour les pitchs, c'est vraiment faire en sorte que l'interlocuteur en face puisse avoir une empathie et se mettre à la place de la problématique que tu soulèves. C'est génial, c'est cette idée un peu de scénario, de réalité alternative. Imaginer un monde où... Ça me rappelle quand je me suis formé à ce métier-là, une technique qu'on m'avait suggérée. J'aime pas trop les anglicismes, alors pardon, je vais en faire un. Ce qu'on appelle en anglais le what if. Et si ? Imaginez Bordeaux dans 30 ans et vous décrivez ça. En fait, si par exemple on parle d'une cause environnementale, on va décrire par exemple le Bordeaux de 2040, alors j'espère pas, mais qui sera peut-être partiellement sous les eaux. C'est ce qu'apparemment indiquent les rapports du GIEC, je crois. Voilà. Donc si on devait pitcher pour une cause environnementale, toi ton conseil ce serait peut-être de proposer une situation où on transpose, où on laisse imaginer à l'interlocuteur ce que pourrait devenir une situation qui s'aggraverait ou au contraire qui pourrait s'avérer tout à fait bénéfique pour lui ou elle. C'est complètement ça, et surtout, effectivement, faire un lien avec ce qu'il pourrait connaître, à savoir... faire du lien, ouais. Imaginez 3 millions de chômeurs de longue durée, c'est comme si je vous disais que tous les Parisiens, au même moment, cherchaient du travail. Et là, déjà que c'est pas évident de représenter un chiffre, mais quand on l'associe à quelque chose qu'on connaît, là on se dit « Ah ouais, quand même,
Ah ouais, quand même. C'est puissant ce qu'il est en train de me dire. On entend clairement qu'il y a de la méthode. Hein. On entend clairement que tu as bien bossé avec Julien et avec les coachs d'M6. Franchement, c'est top. Et tu utilises, oui, une échelle qui est familière pour le public. Thomas Pesquet, dans un TEDx, utilisait beaucoup ça. Si vous tapez auditeur Thomas Pesquet TEDx sur YouTube, je crois qu'il existe une conférence de 2012 où, en fait, sur le papier, il y a plein de pièges qui s'offrent à lui. Il doit parler de conquête spatiale aux néophytes. Et comment on se dépatouille de ça. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'en permanence, il fait ce que tu décris. Pendant 10 à 12 minutes, il va utiliser des images et des échelles familières pour le public à l'Olympia ce soir-là. Par exemple, pour parler d'une distance entre telle et telle planète, il va la traduire en durée entre telle et telle station de métro parisien. Ça m'évoque ça. Et c'est génial ce que tu nous décris là. Donc on pourrait retenir donc, en technique d'accroche d'inviter notre interlocuteur à imaginer une situation pour mieux introduire notre solution ensuite. Et puis donc traduire avec une échelle, une image qui soit familière pour notre audience. C'est ça ? J'ai bien résumé ? C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment, déjà quand on parle de son entreprise, c'est du plaisir. Mm-hmm. Mais le plaisir, en fait, il est beaucoup plus intense et beaucoup plus sain à partir du moment où on le partage. Et pour le partager, il faut que la personne comprenne ce qu'on dit. Je pense que c'est une erreur des fois qu'on pourrait faire en parlant de son projet, mais sans partir du principe que la personne ne pourrait pas maîtriser en tout cas le domaine dans lequel on agit. C'est pour ça qu'il est hyper important, comme Thomas Pesquet que tu viens de citer, de pouvoir faire des analogies avec certaines choses pour que l'interlocuteur en face ne se sente pas délaissé et puisse comprendre vraiment ton message, quoi. Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est l'erreur la plus commune et c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre. Je dis souvent en coaching ou en formation, imaginez toujours que dans le public, nous ayons réuni un adolescent de 15 ans et une personne âgée en EHPAD. Est-ce que ces deux personnes-là comprendraient votre pitch ou votre sujet ? Parce qu'en fait, ça fait un petit peu la synthèse de l'audience la plus difficile. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut comprendre peut-être certains aspects techniques de mon projet, de mon service, de mon produit ? Et si c'est bingo à chaque partie de mon pitch, a priori, c'est que ça peut bien se passer. Donc, travailler à cette digestion-là, en fait, pour mon audience. L'erreur commune, c'est vrai, hein, c'est de se dire tout va être clair et limpide pour mon audience. Mais non. Et encore plus en 2023, où on le disait, on a nos notifications, nos préoccupations, ça existe depuis tout temps. Mais notre attention réduit. Hein, notre attention tend à réduire, donc il faut réussir à l'entretenir. Maintenant, une autre question me vient. Je sais que tu as beaucoup de réseaux. On se suit sur LinkedIn notamment. Forcément, tu côtoies des entrepreneurs et entrepreneuses éloquents. Est-ce qu'il y a un chef ou une chef d'entreprise française que tu trouves particulièrement éloquent et que tu aimerais nous citer ou quelqu'un qui te marque en matière de prise de parole en public ? Alors, je vais tenter de ne pas utiliser les personnes que je connais, parce que sinon je passe d'avance tous les messages que je vais recevoir sur mon téléphone pour dire « mais pourquoi tu n'as pas parlé de moi ?» etc. Allez, peut-être que si, je vais quand même citer une personne, c'est Toufik Valipuram. C'est l'ancien président de WeShare, en fait, et qui a des prises de parole extraordinaires. C'est quelqu'un qui est très impactant, quelqu'un qui est très engagé pour le domaine environnemental, pour les domaines sociétaux. Et donc, du coup, c'est quelqu'un vraiment que j'admire profondément, au-delà du fait d'être un ami, mais en tout cas qui, à chaque fois, est hyper puissant et que je te conseille, en fait, en tout cas, d'interviewer à l'occasion. La deuxième personne que je donnerais, c'est Simon Sinek. Simon Sinek, c'est quelqu'un vraiment qui a une puissance dans ce qu'il dit. Moi, ça m'a fait vibrer, en fait, et je me suis beaucoup emprunté de lui pour créer Atypique. C'est-à-dire que, en gros, tu sais, avant, quand je travaillais pour des ONG, on disait toujours faire pour et avec les bénéficiaires. Lui, en fait, il a vraiment ce même mindset quand il parle d'une entreprise et quand il veut comparer les autres et quand il fait des prises de parole. Donc, il met beaucoup en avant le pourquoi entrepreneurial, technique qui était utilisée par Steve Jobs, oui, et qui est plutôt contre-intuitive, c'est-à-dire qu'on a souvent l'intuition de démarrer par notre quoi,
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on délivre sur le marché? Par exemple, je recrute des gens. Par exemple, je forme des personnalités à la prise de parole en public. Eux décident de mettre le pourquoi en avant. Et donc, finalement, c'est extraordinaire parce qu'on met sa singularité, on commence par sa singularité, on commence par sa signature. Ben oui, parce que c'est hyper important. Et c'est pour ça que quand on commence par le pourquoi, au-delà du fait de savoir pourquoi on se lève le matin sans faire de jeu de mots, ben, du coup, ça permet vraiment de construire quelque chose qui va forcément être dans la cible de ce que tu as envie de faire. Quand tu construis, moi j'ai construit Tipeee sur ce dont avaient envie les bénéficiaires. Donc à partir du moment où tu construis sur ce dont a envie les bénéficiaires, tu prends pas trop de risques en disant que tu vas répondre en fait à une problématique qui est, que tu as rencontrée. Mmh. Alors que si tu pars dans ce que tu dis à partir du quoi, quelle est ta certitude que tu vas répondre vraiment à une problématique? Quelle est ta certitude que tu vas pouvoir réussir dans ton projet? C'était que ta croyance, ça va se baser que sur toi, tes a priori, sur ce que tu es, ce que tu fais. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais pour autant, tu vas pas prendre en considération la cible, en tout cas, que tu peux avoir. Cet aspect-là répond peut-être partiellement à ma prochaine question. Maintenant, est-ce qu'il y a une erreur que tu juges rédhibitoire lors d'un pitch? Peut-être qu'on a déjà partiellement répondu à cette question, c'est justement de ne pas du tout prendre en considération les besoins de mon audience. Est-ce que tu en vois d'autres? Il y a la longueur, il ne faut pas que ce soit trop long. Un pitch trop long, on va perdre l'attention, on ne va plus vous écouter. Un pitch, il ne faut pas faire l'étendue de toutes les actions que vous avez, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment qu'on comprenne très simplement ce que vous faites. C'est pour ça que quand tu parlais de personnes de 15 ans ou une personne âgée, il faut qu'ils comprennent en tout cas la même chose. C'est quand même un bon exemple et c'est un bon exercice. Donc oui, travailler sur quelque chose d'impactant et de court, parce que finalement, on vend rien dans un ascenseur ou autour de petits fours, mais on donne envie peut-être de poursuivre les échanges dans le cadre d'un entretien beaucoup plus long. C'est une sorte de bande-annonce. C'est complètement ça. Un pitch, ça suscite la curiosité. Et c'est ce qui va faire que la personne aura envie de te parler ou non après par la suite. Il ne faut surtout pas imposer son pitch. Il faut au contraire, encore une fois, susciter la curiosité pour que la personne puisse s'intéresser à ce que tu fais. Mmh. Et donc c'est à partir de là où après tu as un échange assez chouette et assez sain. Et donc du coup après qui va te permettre après de faire la chose plutôt cool par la suite. Donc en plus des techniques que tu as mentionnées, on peut aussi se noter que la longueur et l'excès est l'ennemi de la curiosité. Si vous avez envie d'attirer des gens vers votre site ou vos services, soyez concis et entretenez le mystère. C'est un peu ça ? C'est complètement ça, et en plus on va perdre son auditoire. Et il n'y a rien de pire que perdre son auditoire. Donc oui, et après c'est un très mauvais moment qu'on passe. J'ai fait ces erreurs bien évidemment, c'est-à-dire que... Moi aussi. Donc du coup, et tu le vois, tu vois les personnes complètement décrochées. Pire, tu vois certaines personnes discuter entre elles pendant que tu es en train de parler. Le regard qui devient absent. Le regard qui devient absent. Et donc ça, ouais, c'est un gros moment de solitude en fait qu'on peut avoir. On a parlé de tes techniques, tu as été particulièrement généreux et je t'en remercie sur cet aspect-là. Tu nous as aussi donné des belles références, notamment avec Simon Sinek, avec le président Saad Wicher, Toufik Valipuram. Valipuram, pardon. Contacte-le avec grand plaisir. Merci pour la référence et je vais m'empresser d'aller écouter, d'aller voir ces pitchs. Est-ce que maintenant tu as un livre ou une ressource documentaire, une conférence qui t'a marqué en matière de communication? Waouh, c'est déjà le Why, effectivement, de Simon Sinek. Qui a écrit quelques bouquins? Qui a écrit pas mal de bouquins, effectivement. Et donc ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Après, il est vrai que j'ai pas trop de livres dans la communication parce que je préfère moi l'humain et donc du coup je préfère plutôt échanger avec les personnes. Tu le fais de manière empirique. Ton école c'est plus la rue et c'est la rue, c'est l'authenticité, le terrain, c'est le vrai quoi. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon projet. Donc du coup moi c'est ce qui m'anime et c'est ce qui m'attire. D'accord. Et maintenant, on arrive bientôt à la fin de cet échange et j'aime bien, pour ponctuer nos échanges ou le clôturer, te demander une citation,
une devise ou une punchline qui t'accompagne au quotidien. Ça peut être une ou plusieurs, ce qui te vient par la tête. J'en ai vraiment plusieurs pour le coup. Je te dirais que les portes sont ouvertes à celles qui savent les pousser. Et ça, c'est une citation de Coluche, un grand homme, paix à son âme d'ailleurs, qui a apporté beaucoup dans le paysage français. Et je trouve que c'est une belle citation parce qu'il est vrai en fait qu'on a toujours tendance à ne pas à avoir peur de ce qu'il y a derrière une porte. Et alors qu'il y a juste besoin de la pousser. C'est facile à dire comme ça là dans ce podcast, mais essayez. Ça rejoint ma deuxième citation. Si on n'a pas le droit à l'erreur, on a le devoir d'essayer. Il n'y a rien de pire que de se dire tiens, j'aurais dû faire ça. Essayez. On ne sait jamais qu'est-ce qui va vous arriver. Il n'y aura pas de drama, il n'y aura rien qui va se passer. Donc si on essaye, au moins, on sera complètement aligné sur qui nous sommes et ce qu'on a envie de faire après par la suite. Quelles sont les actualités en quelques mots d'Atypique ou les tiennes? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut te rencontrer à Bordeaux? C'est assez drôle parce que je suis quelqu'un d'assez pudique et j'ai pas pour habitude de faire ma promotion. Et tu as dû le voir sur LinkedIn, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je crois que je suis la seule personne qui a fait que 2 posts sur qui va être mon associé d'ailleurs. Pour la petite anecdote. Je te dirais qu'en fait, il y a un truc très puissant que je suis en train de préparer. Un truc très puissant qui va arriver à la rentrée. Quelque chose qui va complètement bouleverser les codes du sourcing, ce que je suis en train de faire, et que je vais associer en fait à un autre domaine que je te laisserai découvrir à la rentrée, et qui va permettre aux candidats de monter en compétences, permettre aux candidats en tout cas de pouvoir faire des choses assez chouettes. D'accord, donc plein de surprises en cette rentrée de septembre 2023. On a hâte. Un grand merci Nicolas, un grand merci à Atypique de m'avoir accueilli au Village by CA Aquitaine, donc place des Quinconces à Bordeaux. Franchement, c'était très riche en conseils, en astuces. J'espère que ça plaira à nos auditeurs que je salue et à qui je dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches. Je m'appelle David Jadard et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr